Bon, alors bienvenue à tous. Donc si vous vous êtes pas perdu et que vous cherchez pas un abri de la pluie qui va tomber encore pendant 8 mois, je pense que vous avez lu le titre de la conférence et son sous-titre, donc la souveraineté, en finir avec les représentations. Donc, alors, vous allez avoir des représentations tout au long de la conférence. Vous allez avoir des images qui vont venir en tête, c'est normal. En fait, c'est même un signe de sanité de l'esprit, parce que vous allez attacher à ce que je vais dire des représentations charnelles, d'institutions, même picturales, même picturales de tout ce que je vais dire, et c'est tout à fait normal. Mais l'objectif, justement, ça va être d'essayer d'en sortir pour comprendre ce qui sous-tend toutes ces représentations et quel est le danger de se trouver prisonnier de représentation. Parce que le problème de la représentation collective, c'est qu'elle est bien plus durable que ce qui a présidé à leur naissance, qui a présidé à sa naissance. Parce que une représentation est née dans un sens particulier, mais elle va rester après même la disparition de ce sens. Alors pourquoi avoir fait un article, puisque cette conférence se base sur un article que vous retrouverez sur notre site, sur la souveraineté et ses représentations, justement. Bon, il y a deux raisons qui sont connexes. La première, c'est que je suis parti d'un constat que le politique était à l'agonie. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui vous étonne. Je pense que c'est quelque chose que vous ressentez tous. C'est que le politique est détesté pour ce qu'il est devenu. À savoir que la représentation du politique a changé. On est passé d'une activité sociale, on va dire ça comme ça, très noble, puisque c'était le gouvernement de la cité, à une simple technique de gestion en fait tout à fait particulière. On ne gouverne plus, on pratique la gouvernance ou on maintient une gouvernance. En fait, la gouvernance, c'est quoi, c'est la gestion quotidienne des affaires publiques. Voilà. C'est un travail de comptable, si vous voulez. J'ai rien contre les comptables, mais disons que je n'aime pas quand on viole leur espace propre. Il faut laisser à César ce qui revient à César. Et en matière de politique, c'est particulièrement délétère parce que on en vient à exprimer le politique à travers un mot qui est absolument atroce, c'est le pilotage. Voilà. On n'a plus des gouvernants, on a des pilotes. Et donc un pilote, c'est quelqu'un qui conduit un véhicule d'un point A à un point B. Voilà ce qui est devenu la politique. C'est du pilotage. Et donc je pense que la politique n'est pas du pilotage et que c'est pour ça qu'on la déteste, parce qu'elle est devenue du pilotage, parce que la représentation de la politique a changé. Et la deuxième raison, c'est parce que justement la souveraineté est pleine de représentations, à tel point qu'on ne sait plus ce qu'elle est, à tel point qu'on ne sait même plus en parler, et que quand on prononce le mot, soit il suscite le rejet, parce que justement des représentations négatives lui sont attribuées, soit elle suscite l'incompréhension. On ne sait pas vraiment ce que c'est que la souveraineté, et l'université française ne permet plus, à mon sens, de comprendre ce qu'elle est non plus. Notamment les études de droit qui vont, dans leur tropisme propre, faire de la souveraineté uniquement un concept juridique, ce qu'elle n'est pas. C'est pas parce que la souveraineté produit des effets juridiques qu'elle est un alliage de pur droit. Donc, je vais commencer, je vais vous dire à chaque fois les grandes parties que je vais vous donner pour que vous puissiez vous repérer. Donc je vais commencer par une petite introduction pour vous dire ce qu'est la souveraineté. Et ensuite, on va dérouler sur 3 parties qui, j'espère, dureront 1 heure et demie maximum. Et ensuite, on aura un temps d'échange, et j'espère beaucoup de ce temps d'échange parce qu'il y a certaines floraisons de la pensée qui n'apparaissent qu'à plusieurs. Alors d'abord, qu'est-ce que la souveraineté et à quoi elle se rattache ? La souveraineté, c'est un attribut du corps politique. Alors, on va traiter après de ce qu'est exactement, ou plutôt on va essayer de traiter de ce qu'est exactement un corps politique. La souveraineté, c'est un attribut du corps politique. Alors, en fait, je suis parti d'un texte très court
l'idée m'est venue de la proposition 7 dans l'éthique 3 de Spinoza, hein, qui dit que chaque chose, autant qu'elle le peut, cherche à persévérer dans son être. C'est la citation de l'éthique de Spinoza. Et en fait, je me suis rendu compte que la souveraineté, c'était véritablement la persévérance dans l'être d'un corps politique. Il n'y a pas que les êtres vivants qui persévèrent dans leur être, il y a aussi des corps politiques, dont on va voir exactement de quoi il en retourne. Ah. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut préciser les choses. La souveraineté, c'est la persévérance dans l'être du corps politique, donc si vous voulez, c'est son assise. Hein, comme une maison a des fondations, un corps politique a une fondation, et comme toutes les fondations se ressemblent à peu près, eh bien la souveraineté est commune, on va le voir, elle est commune à tous les corps politiques. Et quand une maison n'a plus de fondation, ou quand elles sont mal construites, eh bien la maison s'effondre. Et c'est la même chose avec le corps politique. Enfin, peu de choses près. Donc je me suis d'abord attelé à dégager des grandes propriétés de la souveraineté. J'en ai dégagé 7. Alors je vais vous épargner la liste à la Prévert des 7 propriétés. Et on va se concentrer sur une seule. On va se concentrer sur une seule que j'ai déjà évoquée, qui est l'universalité de la souveraineté. Donc l'universalité, ça veut dire qu'elle est partagée entre tous. Tous les corps politiques partagent la souveraineté. C'est leur attribut commun. Ce qui fait de la souveraineté une unité ou une monade, hein, au sens où Platon l'entendait dans le Philèbe, quand il dit qu'il y ait des choses qui ne sont sujettes à aucune génération ni corruption. Et bien c'est ça, la souveraineté. Ça fait partie de ces choses. Bon, on va partir donc pour un voyage assez haut dans les airs. Je vais m'arranger pour faire des haltes régulières au niveau du sol pour donner des exemples de ce que je vais dire, pour éviter d'être trop dans l'abstraction. D'abord, le point de départ, c'est d'où l'on vient. D'où l'on vient, c'est du corps politique. Alors, qu'est-ce qu'un corps politique ? C'est sans doute la question la plus complexe et la plus ardue que j'ai pu me poser durant cet écrit et qu'on va se poser durant cette conférence. Et je n'ai pas de réponse absolument opérationnelle à vous donner. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable, ni même que ce soit praticable. On peut partir de l'idée que le corps politique est une entité artificielle, un homoncule, c'est-à-dire un être artificiel, qui se constitue par les interactions d'individus ou de groupes d'individus dans un même espace. Et les interactions de ces individus vont produire des effets particuliers, puisque les interactions de ces individus dans le corps politique sont des interactions politiques, justement, des rapports politiques, donc qui ont trait au gouvernement de la cité. Et qu'est-ce que c'est que le gouvernement de la cité ? Eu égard à la définition de la souveraineté qu'on a donnée, c'est la persévérance dans l'être. Et donc, les interactions politiques visent à maintenir le corps politique dans la persévérance de son être, c'est-à-dire à survivre, en fait, tout simplement. Les rapports politiques, ce sont des équilibrages et des arbitrages qui sont formulés, qui sont matérialisés, qui sont même inconsciemment menés par les composantes d'un corps politique. Et la principale difficulté avec le corps politique, c'est que comme il est une entité artificielle, on ne peut et on ne doit surtout pas lui attribuer des propriétés qui sont rattachées à d'autres êtres. Notamment, il ne faut pas faire preuve de zoanthropisme ou d'anthropomorphisme. C'est-à-dire, il ne faut pas la rattacher à un animal ou à un homme. Voilà. Il ne faut pas lui attribuer les mêmes propriétés. Et c'est ça tout le problème. C'est que quand vous cherchez à penser le corps politique, quand vous voulez l'isoler, quand vous voulez l'identifier, quand vous voulez lui donner une définition, vous allez réagir de manière statique. Vous allez prendre votre point de vue, vous êtes situé à un endroit dans le temps, et vous allez définir le corps politique comme ça. Et c'est là le problème, parce que le corps politique est un objet dynamique. C'est un objet dynamique qui vit de représentations qui évoluent très lentement, et donc beaucoup plus lentement que la vie d'un seul homme,
et donc dont la temporalité dépasse celle d'un homme. C'est pour ça que vous avez une image statique de lui alors qu'il est dynamique et que vous n'allez pas percevoir ces changements parce qu'ils sont imperceptibles à l'œil nu. Vos sens ne permettent pas de le voir. Et même quand vous cherchez à le penser, vous allez systématiquement l'aborder par un biais, par un angle, et vous n'allez jamais voir la totalité. Mais ça, c'est le propre de toutes les représentations. Parce que la représentation, c'est l'interprétation que vous faites du réel. Et cette interprétation est toujours un miroir déformant. Ça ne veut pas dire que la représentation est fausse ou vraie. Elle va être vraie pour vous. Elle pourra être fausse pour un autre. Mais dans tous les cas, elle sera déformante de la réalité. Et si on part de ce point de vue, tous les corps politiques sont absolument particuliers. Ça veut dire qu'il n'y a aucun corps politique qui soit identique à un autre. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un corps politique, vous êtes confronté à un contexte qui diffère selon le corps politique auquel vous êtes rattaché. Un contexte géographique, historique, psychologique, technique, philosophique, religieux, qui va être différent. Et c'est là que s'enclenche la dynamique du corps politique, c'est que vous allez vous représenter ce contexte en permanence, et en permanence, donc, les représentations vont changer. Et c'est cette dynamique qui est celle du corps politique. C'est pour ça qu'il est imperceptible dans sa totalité par un être humain seul. Cette production de représentation implique qu'il n'existe, et ça c'est extrêmement important, aucune ontologie suprême au corps politique. Ça veut dire que les corps politiques ne se dirigent pas dans un sens précis, spontané et inexorable, qui les conduiront à la même forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens dans l'histoire. Pour le dire autrement, nous ne venons pas de Babel et nous n'allons pas y retourner. Les corps politiques ne vont pas d'un point A à un point B, contrairement à certaines youtubeuses. Et ça, c'est ce que j'appelle l'ipséité d'un corps politique. Alors, le mot est un peu barbare, je le sais, donc c'est un mot d'origine grecque, évidemment, comme tous les mots barbares. C'est un mot d'origine grecque qui vient de la scolastique médiévale, donc c'est-à-dire la philosophie médiévale donc de la chrétienté d'Europe de l'Ouest surtout, qui vise à, pour le dire simplement, unifier les textes de l'Antiquité grecque avec la Bible, pour le dire simplement. Bon, il n'y a aucune religiosité dans ce que je vais dire, mais je vous donne l'origine du mot. Et donc l'ipséité, c'est une idée très simple, c'est le caractère absolument particulier et unique d'un corps politique. Tous les corps politiques sont différents. Donc je vous ai dit, le seul point commun entre les corps politiques, ce qu'on observe en fait dans la vie du corps politique, c'est qu'il repose sur une idée fondamentale qui est celle de la souveraineté, à savoir la persévérance dans l'aide du corps politique. Alors, il faut néanmoins que la souveraineté se maintienne, il faut qu'elle soit pérenne. Et pour ça, on va passer à une autre idée qui est celle de l'unanimité de la souveraineté. Figurez-vous que les corps politiques sont en fait ça en fait vous le voyez tous les jours, sont des édifices verticaux. Ça veut dire que l'entité artificielle qu'est le corps politique vous dépasse, c'est normal, et en même temps, vous nourrissez cette entité par vos représentations. C'est d'une verticalité en fait en va-et-vient, comme l'électricité dans un escalier. Vous renvoyez des représentations au corps politique et le corps politique se modifie comme ça. Mais en même temps, il s'impose à vous. Vous êtes dans une collectivité, vous avez une sociabilité particulière et vous n'avez pas le choix en fait, que de vous plier un minimum à cette sociabilité particulière. Sinon, vous êtes placé en dehors du corps politique. Et ça, c'est central. Ça veut dire que dans les corps politiques, les composantes n'ont que des rapports horizontaux. Alors attention, ça ne veut pas dire que les composantes d'un corps politique sont égales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les corps politiques. Ce serait mentir. Vous le savez bien que dans tous les corps politiques, d'ailleurs, il y a une forme de hiérarchisation, qu'elle soit juridique, de facto ou politique, religieuse, peu importe. Par contre, ça veut dire que tous les membres d'un corps politique, toutes les composantes d'un corps politique s'accordent sur sa verticalité et donc s'accordent sur l'existence de ce corps politique et donc sur sa souveraineté. Si vous voulez, les conflits politiques n'ont jamais lieu en dehors du corps politique et ne remettent jamais en question cette idée. Pour le dire autrement, vous n'êtes d'accord que sur une seule chose, et une seule, c'est votre appartenance à ce corps politique. Par exemple,
en France, au XIXe siècle, les républicains et les monarchistes, pour faire très simple, s'opposaient dans le champ horizontal du corps politique qu'est la France. Leur objectif, ce n'était pas de remettre en question l'existence du corps politique français, donc de la France, c'était de modifier le chemin qu'elle prenait. Même si, pour les plus extrêmes d'entre eux, ils vous répondront que la victoire de l'autre composante, donc républicain ou monarchiste, provoque la mort de la France. Ça, ils vont vous le dire. Ça, c'est une représentation aussi. Hein. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas le cas. Ils s'affrontent dans le champ du corps politique. Et d'ailleurs, quand ce que j'appelle une aspiration à la verticalité apparaît, c'est-à-dire qu'une composante du corps politique veut en sortir, eh bien, l'unanimité est remise en question. C'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle les indépendantismes, les mouvements sécessionnistes ou les mouvements autonomistes parfois. Alors, il y a énormément d'exemples historiques. Hein. Le Timor oriental, en 1997, en faisant sécession de l'Indonésie, est devenu une autre verticalité et donc est sorti du corps politique indonésien. La Catalogne a une aspiration à la verticalité. L'enclave de Cabinda a une aspiration à la verticalité par rapport au corps politique angolais. Ce qui veut dire que pour maintenir cette unanimité, il faut qu'il y ait un minimum de consensus. Et c'est ça qui vient soutenir l'unanimité, c'est la deuxième idée ici, c'est que la souveraineté est à minima consensuelle. Le consensus n'est jamais éternel, ce sont des consensus temporaires, ce sont des successions de consensus temporaires qui peuvent durer quelques jours, quelques mois, quelques années, quelques siècles. Mais il faut toujours que la souveraineté soit consensuelle, c'est-à-dire que les composantes finissent toujours par s'accorder pour, au minimum, maintenir le corps politique en état. Donc ça peut passer par deux scénarios, hein. Soit les composantes adverses s'accordent sur une solution commune, c'est exactement la forme ritualisée et cathartique qu'a pris les régimes représentatifs comme le nôtre. On élit des gens et leurs adversaires qui ont perdu acceptent leur défaite parce qu'elle n'est que partie remise. La démocratie, en fait, le régime représentatif, la démocratie représentative, n'est finalement qu'une acceptation de la défaite. Il y a un autre scénario qui est beaucoup plus courant dans l'histoire, c'est quand une composante cède devant l'autre. Alors, là encore, tout ce que je vais dire, d'ailleurs, parenthèse, est cumulatif. Donc, à chaque fois, vous pouvez vous reporter à ce que je dis avant pour comprendre ce que je vais dire ensuite. Comme tous les corps politiques sont uniques chacun en leur genre, eh bien, les solutions sont absolument infinies. Mais quand une partie, une composante cède face à une autre, eh bien, ça peut être très simple. Hein. Ça peut être parce qu'une composante a été réprimée par l'autre, tout simplement. Donc, on l'a fait taire. Donc, évidemment, le consensus se retrouve. Et il y a un exemple extrêmement intéressant de ces idées de consensualité et d'unanimité, c'est les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, donc, qui sont devenus une fédération en 1787, donc avec leur constitution qui est toujours celle en vigueur, ont, d'un point de vue historiographique, connu une seconde naissance avec la guerre de sécession. Vous avez tous entendu parler. La guerre de sécession, en réalité, c'est une impossibilité, elle est née d'une impossibilité de retrouver l'unanimité du corps politique. Parce que les consensus successifs n'ont pas suffi. Hein, et pourtant, il y en a eu. Hein. Par exemple, un exemple de consensus qui nous paraît complètement affolant, complètement absurde, c'est que une des bases pour empêcher la guerre qui de toute façon va arriver, c'était d'avoir un nombre égal d'États esclavagistes et non esclavagistes. Donc par exemple, quand le Kansas a été créé, donc c'est un État du centre des États-Unis, la Chambre des représentants, donc la législature du Kansas a décidé donc, que c'était un État esclavagiste, et du coup, on a détaché une partie de l'État du Massachusetts pour créer l'État du Maine non esclavagiste, pour qu'il y ait toujours le même nombre. Bon, ce type de consensus ne s'est pas maintenu, puisque la guerre a fini par éclater, donc la guerre de sécession. Et la guerre de sécession, c'est une guerre autour de l'absence d'unanimité du corps politique américain. Pour deux raisons. Il y a d'abord l'absence de consensus sur la relation à l'extérieur, puisque les États du Sud, les États-Unis, étaient libre-échangistes. Donc les États esclavagistes étaient libre-échangistes, ils exportaient des matières premières agricoles, alors que les États du Nord étaient protectionnistes, puisqu'ils menaient un protectionnisme industriel pour empêcher que la concurrence, notamment de l'industrie britannique, ne vienne
et faire s'effondrer l'industrie américaine naissante. Et, le deuxième point qui ne faisait pas consensus, c'est un point qui est en fait vivant aux États-Unis encore aujourd'hui, à la lueur des événements, hein, de la lutte Trump-Biden et puis aussi de toutes les émeutes qu'on a vues, qui est le point de savoir qu'est-ce qui revient à l'État fédéral et qu'est-ce qui revient aux États fédérés. Et donc à l'époque, hein, il s'agissait notamment, mais pas uniquement, de la question de l'esclavage. Il n'y avait pas de consensus sur cette question. Donc, quand il n'y a pas de consensus, durablement, il n'y a plus d'unanimité, et donc, eh bien, c'est au minimum la guerre civile, sinon, comme aux États-Unis, la création d'une autre verticalité, en l'occurrence la Confédération des États d'Amérique, et puis un affrontement pour finalement régler ce consensus. Parce que l'affrontement militaire, ici, c'est la solution ultime pour établir le consensus, ou pour durablement l'anéantir. Alors maintenant qu'on a dit ça, il y a une objection que vous pourriez faire, c'est que, mais comment pourrait-il exister, alors que tous les corps politiques sont différents, comment pourrait-il exister une souveraineté universelle? Ah oui, parce que si l'idée est universelle, elle est partagée par tous les corps politiques, mais si tous les corps politiques sont particuliers, il y a un problème de cohérence. Eh bien en fait, il faut dépasser ce paradoxe par deux voies. La première, c'est nouvelle idée, ce que j'ai appelé la théorie dichotomique de la souveraineté. Alors c'est encore barbare, mais je vais vous l'expliquer, en fait c'est assez simple. En fait, parce que justement on voit les corps politiques comme statiques et non pas comme dynamiques, on fait une confusion entre l'idée de la souveraineté, avec un grand S, le concept de souveraineté, et puis l'existence de la souveraineté elle-même, entendue comme espérance de vie du corps politique, donc persévérance dans l'aide du corps politique, comme je l'ai dit tout au départ. Et cette confusion est tout à fait normale. Pourquoi ? Parce que la souveraineté fonde les rapports politiques, et donc mais en plus, ces rapports produisent des représentations métapolitiques du monde. Alors une représentation, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est extrêmement divers. La représentation qui est la plus répandue, et qui est la présentation qui est la plus répandue à travers le monde, c'est le cliché sur l'autre. C'est une représentation déformée, qui est partie d'un point certainement réel, mais déformée. Eh bien, c'est la même chose avec la souveraineté. Comme la souveraineté est productrice de représentation, elle est avant tout productrice de représentation sur elle-même. Et donc, les corps politiques pensent leur souveraineté. Ils la réfléchissent, donc ils la conceptualisent. Et ils s'en font l'idée qu'elle est absolument particulière, et que personne d'autre n'est comme eux, et que de leur point de vue, eh bien, ils sont meilleurs que les autres, au minimum, que leur équilibre politique est au minimum, pas forcément meilleur, mais plus stable que les autres. C'est une représentation qui est très répandue. Et c'est tout à fait normal. Mais il faut absolument faire la différence entre l'idée de la souveraineté, persévérance dans l'être, et la manière dont les corps politiques la pensent. C'est ça la théorie dichotomique. Il existe une sphère conceptuelle de la souveraineté qui est distincte de la sphère réelle. Et la sphère conceptuelle n'influence pas la sphère réelle. Par contre, évidemment, la sphère réelle est la condition de possibilité de la sphère conceptuelle. Hein. Si vous n'êtes pas un corps politique, vous n'allez pas penser votre souveraineté. Ou vous ne la penserez plus, si vous n'en êtes plus un. Alors, j'emprunte cette formalisation de la théorie à la pensée classique de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, c'est-à-dire les classiques, c'est Smith, Hume, Ricardo, au Royaume-Uni, chez nous, c'est Jean-Baptiste Say surtout. Pour le faire simplement, pour eux, il existe une sphère monétaire et une sphère de l'économie réelle, et la sphère monétaire n'influence pas la sphère de l'économie réelle. Pour le dire simplement, les variations de la masse monétaire en circulation n'ont pas d'influence sur la sphère de l'économie réelle. C'est-à-dire pour les classiques, la sphère des biens reproductibles. Donc c'est à ça que je l'emprunte. Si vous voulez une autre distinction qui y ressemble, on retrouve une distinction qui a à peu près les mêmes effets dans un ouvrage de Marx, Misère de la philosophie, publié en 1847, qui fait la différence entre la classe en soi et la classe pour soi. Donc là, on va faire la différence entre la souveraineté en soi et la souveraineté pour soi. Donc Marx, dans Misère de la philosophie, explique que la paysannerie forme une classe en soi, c'est-à-dire que dans les rapports de production, c'est une classe sociale, mais qu'ils n'ont pas conscience d'être membres de cette classe, contrairement au prolétariat ouvrier,
Et donc, c'est pas une classe pour soi. Eh bien, c'est pareil avec la souveraineté. Tous les corps politiques sont souverains en soi, hein, par leur existence même, mais tous ne sont pas souverains pour soi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément pensé la souveraineté. Et passer de la souveraineté en soi à la souveraineté pour soi, c'est en fait construire une pensée politique. Et c'est ça qui est très important, parce que c'est effectivement ce qui fait défaut aujourd'hui. C'est l'absence de pensée politique, donc l'absence de conceptualisation de la souveraineté. Je vais vous donner un exemple de chez nous. Au Moyen-Âge, le roi de France avait pour ambition, en tout cas au XIIe et XIIIe siècle, de se départir de l'universalisme chrétien, de l'universalisme temporel chrétien, pas spirituel, hein, bien sûr, c'est-à-dire du pouvoir de l'empereur, qui est censément le maître du monde chrétien, le maître temporel du monde chrétien, ou du pape, parce que d'ailleurs eux-mêmes, empereurs et papes, sont en conflit à ce propos. Et pour ça, pas le roi lui-même, mais du moins son entourage, sa cour, notamment les légistes royaux, vont construire une véritable théorie de la souveraineté, qui en fait va à l'encontre de la théorie de la souveraineté qui a été construite à la fin du règne de Charlemagne, pour le dire simplement. Et cette théorie de la souveraineté, elle est très simple, parce qu'elle s'exprime dans une phrase, une locution latine, qui est souvent présentée sous son acronyme, donc « Rex in regno suo est imperator », ça veut dire « le roi est empereur en son royaume ». Donc, cette locution, qui a été forgée par un évêque d'ailleurs, Guillaume Durand, exprime bien l'idée que tous les droits, qui sont en fait les droits nominaux de l'empereur, les droits politiques, reviennent au roi en ce qu'il a la fonction de l'empereur dans son propre royaume. Et ça, c'est une théorie de la souveraineté. C'est une théorie de la souveraineté, c'est-à-dire que le roi, qui est l'exécuteur de la souveraineté du corps politique français, et non pas son titulaire, est en droit de réclamer toutes les prérogatives qui ont trait à cette souveraineté. Voilà. Par exemple, la nomination des évêques. Ça, c'est plus contre le pape que contre l'empereur. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Pourquoi j'ai dit que le roi était titulaire de la souveraineté et n'est pas le souverain en tant que tel, même si on l'appelle comme ça parce qu'il en endosse le vêtement, c'est qu'il y a une différence très importante dans la pensée politique française qui est encore visible aujourd'hui sous un vocabulaire différent. C'est l'idée que celle qui est véritablement titulaire de la souveraineté, c'est la couronne, pas le roi. C'est-à-dire pas la personne physique du roi. Et je vais vous donner un exemple très prosaïque. En 1525, François Ier est fait prisonnier après la bataille de Pavie. Il est prisonnier pendant 2 ans. Donc il est fait prisonnier par l'empereur Charles Quint. Et parmi, je ne vais pas vous faire tout le détail parce que c'est très très long, et c'est pas le sujet, mais parmi les revendications de Charles Quint, il y a notamment des revendications territoriales, notamment le duché de Bourgogne, c'est-à-dire la Bourgogne qu'on a aujourd'hui. Hein. Pourquoi alors c'est presque touchant, c'est parce que Charles Quint voulait être enterré à la chartreuse de Champmol, qui est une chartreuse, donc c'est une petite chapelle qui est toujours d'ailleurs à Dijon, vous pouvez la voir, parce que c'est là où sont enterrés ses ancêtres bourguignons, parce qu'il est descendant de la maison de Bourgogne par sa grand-mère, Marie de Bourgogne, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a ce conflit entre François Ier et Charles Quint. Et François Ier, la première ligne de défense de François Ier, elle est assez simple. Hein. Bon, je vais vous la résumer. Hein, c'est « Ah mais non, mais je ne peux pas prendre cet engagement, moi, parce que je ne suis pas propriétaire de ces territoires. C'est pas à moi, c'est à la couronne. Et je ne peux rien faire. Je ne peux pas consentir à ça. » Vous voyez à quel point penser sa souveraineté, c'est important. C'est parce que si on avait une conception uniquement patrimoniale, on verra la différence entre la souveraineté et le patrimoine plus tard, si on avait eu une conception exclusivement patrimoniale du royaume, eh bien François Ier n'aurait eu aucun argument à opposer, puisqu'il a perdu la passe d'armes. Donc c'est très important de penser sa souveraineté, très important. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement penser cette souveraineté. Et comme on n'est pas capable de la penser, eh ben on abandonne en race campagne. Alors il se trouve que ce n'est pas des territoires, pas encore, mais c'est des entreprises, c'est des hommes, c'est des positions diplomatiques. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut penser pour ne pas les perdre. Alors maintenant,
Comment on sort aussi de cette contradiction donc, entre la souveraineté pensée particulière et l'universalité de la souveraineté? C'est parce qu'il y a une autre confusion qui est faite, c'est celle entre la souveraineté et la puissance. Donc entre la souveraineté, donc toujours du corps politique, et la puissance du corps politique. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.